Bonjour à tous. Excusez-nous pour ce contretemps imprévu. On a eu un peu de mal à gérer la connexion. J'ai eu un peu des petits soucis sur mon PC. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser la question, mais ça devrait être OK. Donc, bienvenue dans ce premier épisode du coup de Tech Session orienté sur la solution Hornet Security. Donc, le but d'aujourd'hui, ça va être de parler de l'email security de niveau 1. D'accord? Donc, l'idée, ça va être de vous présenter directement l'agenda de la session d'aujourd'hui. Donc, on va voir ensemble. Donc, ça va être vraiment une revue complète sur le contrôle panel. Donc, en premier cadre, on aura donc la connexion à celui-ci, la vue d'ensemble de la console, flux d'email et tracking, le côté filtrage anti-spam et content blocking, la gestion des politiques et exceptions, suivant ce que vous souhaitez mettre en place et éventuellement whitelister certaines choses. Et après, tout ce qui va être donc quarantaine et portail utilisateur. Et enfin, pour finir, les rapports et supervision. D'accord? Donc, on va passer tout de suite au contrôle panel. Et j'en profite d'ailleurs, désolé, parce que avec le retard, j'ai oublié l'essentiel. Donc, pour me présenter, donc je suis Arthur Tartreau, donc je suis l'ingénieur avant-vente sur la partie Ornate Security chez Miel. Hop. Alors, je vais vous basculer tout de suite le contrôle panel. Tac. Normalement, vous devriez voir mon écran. Alors, première chose à savoir déjà pour la solution Net Security, donc vous devez savoir sûrement, c'est que la connexion se fait sur cette URL-là. Donc CP pour controlpanel.hornetsecurity.com. D'accord? Donc on sélectionne, on n'oublie pas de sélectionner son environnement, d'accord? Parce que si jamais on est sur un environnement en tant que partenaire, comme là en l'occurrence sur mon côté démo miel, on n'aura pas la même vue. Donc il faut vraiment rentrer sur le domaine en question pour pouvoir l'administrer par la suite. D'accord? Derrière, petit rappel, hein, donc aujourd'hui, on va parler essentiellement du plan 1. Le but, c'est que là, c'est le premier épisode, mais qu'il y en aura d'autres derrière qui vont venir. On va essayer de tenir une cadence de faire tous les 15 jours, 3 semaines. Et le but, ça va être de passer en revue un petit peu tous les modules du contrôle panel, d'accord? Orienté technique plutôt que de faire un webinar orienté sales. Donc là, petit rappel du plan 1 qui intègre du coup la brique spam et malware protection, la brique email encryption et la brique email signature et une disclaimer. D'accord? Donc, en termes d'intégration de Hornet, vous avez deux possibilités. La première, c'est déjà pour des clients qui sont orientés, ou si vous-même vous êtes client et que vous êtes sur M365, c'est la chose la plus simple, étant donné qu'on va pouvoir s'intégrer directement en API et passer par ce fameux module menu 365 Total Protection. Une fois qu'on aura cliqué sur Essayer maintenant sur le plan en question, ça nous permettra d'avoir une remontée, une synchronisation de votre tenant avec le nombre des boîtes aux lettres qui seront synchronisées, le nombre de licences, etc. D'accord? Maintenant, si jamais vous n'êtes pas sur un environnement M365, il n'y a aucun souci. C'est juste que du coup, il faudra activer la partie Email Security à la main et de paramétrer certaines choses, de faire l'import des boîtes aux lettres, etc., via un CSV ou un connecteur LDAP, mais on en parlera un peu plus tard. Juste en termes de mise en place, vous avez plusieurs possibilités. Lorsqu'on va activer un fameux plan, vous avez donc là, vous pouvez voir que moi je suis en mode hybride. Donc de base, on vous posera la question, vous avez le mode MX, donc redirection MX, hein, pour rappel, Hornet est en coupure, et on redirige du coup les MX vers Hornet, et après Hornet, on redirige le flux vers votre serveur de messagerie si votre courrier est légitime ou non. Ou alors vous avez le mode API, donc ce que vous aviez pu connaître auparavant côté VAD Forum 365, d'accord? Donc on se connecte en API, on crée une règle de journalisation, ça fonctionne de la même manière. Ou le mode hybride. Le mode hybride, c'est ce qu'on vous recommandera toujours dans la plupart des cas, étant donné que le mode hybride, c'est vraiment le meilleur des deux mondes qui vous permet d'avoir en plus tout ce qui va être auto-remédiation et après toutes les autres features qui sont disponibles que via la redirection DMX. D'accord? Donc, on va s'intéresser à cette partie email security. Donc, première chose à faire, ça va être déjà de paramétrer cette brique-là.
Donc, la première fois qu'on va synchroniser notre tenant, d'accord, si on est sur un client M365 ou si jamais on le fait à la main, donc on active la brique, hein, si on est sur un serveur autre, il faudra ici bien renseigner du coup notre serveur de destination, d'accord, qui remonte là aujourd'hui automatiquement, encore une fois, parce qu'on a été synchronisé. Donc sur ce mode hybride-là, on peut voir également que mes domaines sont remontés, d'accord? Donc j'ai toujours mon domaine principal et mes domaines alias. Petit rappel, on est capable, peu importe si vous avez un domaine alias ou vous en avez 40, on est là pour protéger l'ensemble de votre tenant, d'accord? Donc après, derrière, il n'y aura pas de surfacturation par rapport à ça. Ensuite, on va être capable du coup de paramétrer, sélectionner la vérification d'utilisateur. Donc, par défaut, ça peut arriver que certains clients sélectionnent contrôle panel ou pour X raisons, en pensant que du coup, c'est la meilleure vérification à faire. Alors, il y a des cas oui et des cas non. La plupart du temps, je conseille quand même de rester sur une vérification d'utilisateur sur SMTP. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va synchroniser les boîtes aux lettres utilisateurs qui sont présentes, mais on ne va pas synchroniser les boîtes aux lettres partagées, les groupes, etc. Donc l'avantage d'avoir la vérification d'utilisateurs sur SMTP, ça va être de pouvoir que Hornet va faire une interrogation sur votre serveur de messagerie. Si la boîte répond et dit oui, oui, et la boîte existe bien, dans ce cas-là, elle sera créée directement dans le contrôle panel et les emails seront bien délivrés. Si vous mettez contrôle panel, eh ben, vous pourrez avoir des emails qui sont non délivrés, étant donné que si jamais vous avez oublié de les créer manuellement dans le contrôle panel. Donc c'est pour ça, il faut vraiment faire attention à ça. Après, voilà, c'est du détail, ça dépend des configurations, encore une fois. Là, je vous donne vraiment les informations qui répondent à la plupart des cas. Dans ce menu-là, vous avez également un petit rappel des fameux MX à bien renseigner sur votre zone DNS. D'accord? Donc bien respecté, hein, vous en avez 4 à mettre, hein, 2 en priorité 10 et 2 en priorité 20. Et pareil, je le vois très souvent sur des déploiements. Faites attention et ne pensez pas réseau pur dans le sens où ne laissez pas, mettez pas ces nouveaux MX-là et de laisser ceux que vous avez actuellement avec des priorités plus hautes. Sur le principe, on est d'accord que c'est censé fonctionner, mais il peut y avoir des cas où sur le MX, c'est pas très bien pris en compte. Donc du coup, vaut mieux les enlever et les remplacer. D'accord? À ne pas oublier que de toute façon, quand on prévoit une migration DMX, on anticipe cela en modifiant le TTL, en le réduisant. Généralement, on met sur 60 minutes, voilà, pour que ça aille au plus vite et qu'on maîtrise, entre guillemets, ça assez facilement. Et après, voilà, le temps de propagation, de toute façon, c'est toujours pareil, hein. Ça, vos emails arriveront d'un côté ou de l'autre, mais il n'y aura jamais de perte en soi. D'accord? Donc pareil, c'est toujours la question qui revient et qui inquiète, pas de souci là-dessus. Derrière, vous avez donc la possibilité, grâce au mode hybride, de retrouver ce que vous aviez pu connaître côté VAD for M365. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer des emails et les déplacer dans des dossiers. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissaient pas auparavant Wait for 365, le fait de déplacer un email, donc on a un filtrage qui est infomail. Donc ça c'est clairement une classification qui sert à faire du ménage dans sa boîte de réception, clairement. Et vous avez 4 catégories. Donc je prends pour exemple la catégorie voyage. Si je dis je déplace tous les emails catégorisés comme voyage, donc courrier indésirable, jusque-là d'accord, mais je pourrais très bien dire, bah non, moi je veux que ça aille dans un dossier qui s'appelle voyage. Si ce dossier-là n'existe pas côté utilisateur, il sera créé et les emails qui sont du coup de cette catégorie iront dans ce dossier. Donc ça aussi, c'est assez simple à mettre en place et voilà, ça permet vraiment de faire ce que vous souhaitez en termes de configuration par rapport à ça. Et après, donc sur le spam, vous avez possibilité de choisir la quarantaine ou de le marquer et de rajouter un tag dans l'objet si vous souhaitez que ça aille dans la boîte de réception. D'accord? Par la suite, pareil, ce n'est pas encore disponible, mais ça va venir. On aura possibilité aussi de choisir les différentes actions pour les parties menaces et advanced threat. D'accord? Au niveau des droits utilisateurs, donc par défaut, un utilisateur ne pourra jamais libérer de sa quarantaine des emails autres que spam et infomail. C'est généralement ce qu'on veut à chaque fois. Maintenant, si pour X raison vous souhaitez leur donner la possibilité de le faire, il faudra juste le cocher, parce que ce n'est pas par défaut, bien évidemment, de pouvoir leur donner la possibilité de libérer ces mails-là. D'accord? Ensuite, concernant Hornet Security, donc on va fonctionner sur de la quarantaine. Donc cette quarantaine, elle est où propre à chacun, d'accord, à chaque utilisateur, ou alors ce sera une quarantaine globale à tout le monde. Donc dans ce cas-là, si on veut que ce soit une quarantaine globale à tout le monde, ça veut dire que seul un administrateur sera capable de libérer des emails. Dans ce cas-là, il faudra cocher cette case-là.
d'accord? Si jamais par défaut, elle n'est pas cochée, donc ça veut dire que par défaut, chaque utilisateur a sa propre quarantaine. On peut choisir quels sont les types d'emails qui seront présents dans ce rapport de quarantaine. Par défaut, on sélectionne tout, parce que c'est pareil, à mon sens, je trouve ça plus pratique qu'un utilisateur soit au courant qu'il ait eu un email bloqué en tant que contenu ou advanced threat, par exemple. Alors, on est d'accord qu'il ne pourra jamais le libérer tout seul, hein, même s'il le voit dans son rapport, c'est juste, au moins il a l'info. Maintenant, si vous souhaitez pour X raison le masquer, vous le décochez et vous enregistrez les paramètres. Ensuite, vous avez différentes mises en page qui sont disponibles. Ça aussi, c'est pour choisir un petit peu différentes ergonomies. D'accord? Donc ça, pareil, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc par défaut, vous avez cette première mise en page qui est sélectionnée par défaut. Personnellement, c'est pas celle que je recommande parce que je trouve que c'est pas la plus sympa. Euh, je vous recommande directement de passer sur l'autre, la dernière, qui est celle-là. L'avantage, c'est que celle-là, je la trouve plus graphique et il y a directement les boutons intégrés pour pouvoir les libérer. Encore une fois, moi, je me dis, il faut toujours penser au plus simple pour les utilisateurs et le fait qu'ils puissent directement libérer des emails en cliquant sur un bouton, ça leur fera gagner du temps et ils seront moins réfractaires à ça. D'accord? Et encore une fois, on voit après les catégories correspondantes. Donc pareil, hein, vous pouvez très bien aller dans le manuel, comme j'ai pu le faire en cliquant ou ici, ou alors pour info, sur chaque menu dans le contrôle panel, vous cliquez sur ce petit bouton-là et vous arriverez dans la documentation, qui est très bien faite, très détaillée pour le coup. C'est rare d'avoir des éditeurs qui mettent un gros accent là-dessus. Donc, du coup, n'hésitez vraiment pas à la consulter pour pouvoir aller communiquer en amont, par exemple, sur la quarantaine, pour dire, voilà, à partir de tel jour, vous pourrez recevoir des emails qui ressemblent à ça, etc. D'accord? Ensuite, on va choisir cette fréquence de quarantaine. Donc, est-ce qu'on l'envoie que du lundi au vendredi, une fois le matin et une fois en retour de bureau vers 14h ou 15h? Encore une fois, libre à vous. D'accord? Petite information en plus, on peut rajouter un petit texte personnalisé sur la langue, basé sur la langue du compte Office de la personne. D'accord? Enfin, du compte de messagerie. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des personnes qui ont leur compte, par exemple, en anglais et d'autres en français, ben, on peut rajouter un petit message qui s'adapte à la langue. Et du coup, l'idée, c'est de rajouter un petit texte qui est dans l'email de quarantaine directement pour dire, en cas de doute, par exemple, ne libère pas des emails et consulte ton service informatique à tel numéro, telle adresse mail. Voilà, l'idée est là. Ensuite, vous avez possibilité de faire du blocage de contenu. Donc ça, vous avez plusieurs manières de procéder. Déjà, par défaut, vous avez un fameux groupe par défaut qui inclut tous les utilisateurs présents et enregistrés sur le contrôle panel. Maintenant, si vous êtes sur un environnement M365, vous avez possibilité de synchroniser vos groupes Microsoft Entra directement sur le contrôle panel. Ça permettra de continuer à maintenir ce groupe qu'une seule fois et d'éviter de faire le boulot deux fois. Et après, ça permettra, du coup, donc là, j'ai créé un groupe démo miel, hein, mais après, je pourrais en avoir quatre différents avec compta, RH, etc. Et le but, ça va être d'avoir des réglages différents suivant une population de personnes. D'accord? Et après, donc, on va être capable du coup de filtrer différentes choses. Donc, ça peut être filtrer donc, les macros dans les fichiers Office. Est-ce que j'interdis sur les emails entrants des pièces jointes qui sont chiffrées, des exécutables? Est-ce que je l'interdis que sur le sortant? Est-ce que le sortant doit avoir les mêmes paramètres que l'entrant? Encore une fois, côté Hornet, on est très granulaire, on peut aller très loin, donc on peut vraiment choisir ce qu'on souhaite en termes de réglage. Pareil, en termes d'extension de fichiers, n'hésitez pas à consulter la documentation parce que Hornet a créé du coup directement des groupes. Donc par exemple, si je mets point executable, vous avez tout plein d'extensions qui ont déjà été enregistrées dans ce groupe-là. Point Mediafile, c'est pareil. Donc ça permet de gagner du temps si jamais vous souhaitez bloquer certaines catégories à ce niveau-là. D'accord? Derrière, vous allez avoir également le compliance filter. Alors, à quoi ça sert? Le compliance filter, c'est un module qui vous permettra de créer des règles pour les emails entrants et sortants pour la gestion de ces mails-là. L'exemple le plus simple que je donne par rapport à ça, c'est que par exemple, on pourrait créer une règle qui dit que n'importe qui de la société reçoit un email avec dans l'objet candidature, avec un CV, et ben on pourrait faire en sorte de transiter ce mail-là automatiquement vers le service RH. Donc ça permet de gagner du temps. Donc ça se base sur des expressions littérales ou du regex. Donc c'est pour ça que c'est un module qui est très puissant et qui peut être très intéressant pour plusieurs choses.
Pareil, vous travaillez dans un domaine sur lequel vous avez des mots-clés ou ce genre de choses. On peut très bien aussi enregistrer certains mots-clés dans un dictionnaire et après créer des règles qui se basent sur ce fameux dictionnaire-là, en faisant un transfert, un rejet, en se rajoutant en copie cachée d'un email, peu importe. Les possibilités sont vraiment très très grandes. Et pareil, pour les mails sortants, on a possibilité aussi de mettre des règles en place assez simples. Alors, l'exemple qui me vient comme ça, parce que c'est un peu le cas typique, hein, on fait toujours tout, on met toujours toutes les solutions en place pour éviter qu'un utilisateur se fasse usurper son login mot de passe de son compte Office, par exemple. Mais bah, imaginons que ça arrive et que cette personne-là n'ait pas de MFA sur son compte. L'attaquant va se connecter et généralement va mettre un fichier OneNote sur un SharePoint OneDrive et le partager en masse à tous ses contacts. Le but, ça va être de dire, bah, pour retarder cela, je vais mettre en place une règle sur les emails sortants qui vont, par exemple, où je vais rejeter un email sortant de peu importe qui, si le nombre de destinataires, par exemple, est supérieur à 20. 20 destinataires déjà dans un email, c'est déjà pas mal. Voilà, ça permettra peut-être de libérer ou après 30, peu importe. Mais l'idée, elle est là, c'est de mettre en place des petites règles comme ça pour limiter la casse, on va dire. Donc, module très intéressant. Après, voilà, tout le monde ne l'utilise pas forcément, mais faut l'utiliser à bon escient aussi. Vous avez aussi la partie email authentication. Donc ça, pareil, ici directement, vous avez dès lors que, alors, faut consulter la documentation, toujours pareil, hein, pour pouvoir avoir les bons enregistrements à saisir sur votre zone DNS. Et une fois que tout a bien été paramétré pour le SPF, le DKIM et le DMARC, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton mettre à jour les paramètres DNS. Ça vous mettra une petite coche pour dire OK, c'est OK, pas de problème. Et dans ce cas-là, en un clic, vous pouvez activer les vérifications SPF pour tous les emails entrants, le DKIM et le DMARC de la même manière. Après, si besoin, possibilité d'ajouter des exceptions. Toujours pareil. Quand on active un module de sécurité, il y a toujours moyen de faire une exception par rapport à celui-ci. D'accord? Donc ça, pareil, ça permet de le faire directement à partir de ce menu-là. Ensuite, vous avez la liste d'autorisation et de refus. Ce menu-là vous permettra de créer des exceptions ou d'avoir des remontées de vos utilisateurs sur des exceptions qu'ils auraient pu signaler. Par exemple, je ne l'ai pas précisé, quand vous allez déployer la solution sur un tenant Office 365, vous avez donc deux choses qui peuvent s'installer en add-in. Donc, vous avez le connecteur de messagerie entrante et sortante et l'extension Outlook. Donc, concernant l'extension Outlook, c'est une nouvelle extension qui est vraiment pure Hornet, qui va du coup être poussée sur les clients lourds et clients web. D'accord? Et à terme, on aura également possibilité de l'avoir sur les applications Outlook sur Android et iOS, ce qui permettra de signaler des emails du téléphone, ce qui peut être pratique. Cette extension, pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, là je suis connecté sur mon environnement de démo, et elle me permettra d'ajouter un expéditeur à la liste autorisée ou un expéditeur à la liste bloquée, de signaler un email, etc. D'accord? Le but, il est là. Je passe aussi un petit peu en parallèle pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble hein, la fameuse quarantaine. Donc là, clairement, bah, c'est ma quarantaine utilisateur que j'ai reçue pour me dire, tiens, pour rappel, tu as un email en spam qui est bloqué dans ta quarantaine. Je peux faire un aperçu, voir à quoi ça ressemble, le relâcher, etc. Le but, c'est que ce soit simple. Et aussi, vous avez dû remarquer, on peut personnaliser aussi ce rapport de quarantaine. On peut choisir le texte affiché sur l'expéditeur. On peut mettre son adresse mail de support, son numéro de téléphone, on peut mettre un logo personnalisé. Donc là, j'ai pris le logo d'une société au hasard. Enfin voilà, on peut vraiment personnaliser comme on le souhaite ce fameux rapport de quarantaine. D'accord? Et derrière, vous avez aussi à déployer le connecteur de messagerie entrante et sortante. Donc ça, c'est vraiment pour le côté donc, Microsoft 365. Pour rappel, lorsque vous mettez en place la solution, on redirige les MX. Une fois que la solution est paramétrée, on redirige les MX. Et une fois que les MX ont été redirigés, on déploie et on installe ces fameux connecteurs, je vous recommande d'attendre au moins 3-4 heures. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous le faites trop rapidement, ces connecteurs-là vont paramétrer votre tenant de manière à ce que seuls les emails provenant et à destination des serveurs d'Ornet seront autorisés. La propagation, si elle met plus ou moins du temps, ça peut poser problème. Donc, pour faire ça tranquillement, attendez 3-4 heures et après vous installez ces fameux connecteurs. Ça vous évitera des problèmes. Et pour revenir du coup à la liste d'autorisation et de refus, donc
dès lors que je signale un email depuis le connecteur, hein, c'était l'idée de pourquoi je vous montrais ça, vous verrez ici que, par exemple, Arthur a rajouté cette adresse mail-là en tant que whitelist, et cetera, d'accord? Mais après, vous pouvez, en tant qu'administrateur, choisir, bah, un expéditeur vers un destinataire et de choisir quel filtre vous souhaitez contourner. Le but, c'est d'être granulaire et de pas de dire: «Je désactive tout pour tout le monde». C'est pas ça qu'on veut, d'accord? Donc ça aussi, vous pouvez vraiment aller très loin là-dessus et la même chose pour le refus. OK? Et ensuite, vous avez la partie, intégrée sur le niveau 1 qui est la partie email encryption. Email encryption donc vous permettra d'activer, des méthodes de chiffrement, directement sur le contrôle panel. Donc vous pouvez sélectionner donc le TLS, le SMIME, le PGP et le WebSafe. Alors le TLS, c'est ce qu'on utilise généralement, donc quand c'est comme ça, on l'active directement ici, on le coche, on enregistre, d'accord? Pour choisir les méthodes de chiffrement, utilisées et après, règle pour les emails entrants, je peux très bien créer une règle qui me dira: «Eh ben, je chiffre toujours», d'accord? Si, en TLS, bien le spécifier, si le destinataire, par exemple, est, arobase et là, je vais mettre mon nom de domaine à moi, donc c'est-à-dire que n'importe qui reçoit un email à destination sur mon tenant, enfin sur mon domaine, ça veut dire que je force le TLS. Donc ça veut dire que si une personne m'envoie un email qui, n'est pas chiffré et que son serveur ne peut pas faire de chiffrement, moi je refuse l'email. Donc ça peut permettre de rajouter des couches de sécu à ce niveau-là. D'accord? La même chose pour le WebSafe. Parce que pour le WebSafe, c'est pareil, chose à savoir, c'est qu'on est capable d'envoyer des emails à partir de ce, module-là. Donc là, je me suis créé une règle qui dit que si mon objet contient le mot WebSafe, et ça, je peux vous faire la démo tout de suite. On va envoyer un email de test. Alors, hop, donc là, je m'envoie un email sur mon adresse mail, par exemple. Donc là, on va dire WebSafe. Ceci est un message de test. Tac. Donc côté destinataire, il va recevoir un email pour dire: «Voilà, veuillez vous créer un compte, car vous avez reçu un message de manière sécurisée sur WebSafe». Donc le but, c'est que la personne va se créer son compte, devoir saisir son numéro de téléphone portable pour recevoir un code pour être enfin vraiment certifié que c'est bien lui et après il va recevoir ce lien-là. D'accord? Il va pouvoir se connecter. Le but, c'est que on va pouvoir consulter un message de manière sécurisée sans qu'il transite sur internet. D'accord? Donc on le consulte directement sur les serveurs d'Ornet, hein, finalement. Et derrière, de manière sécurisée, donc je vais pouvoir voir pareil, on est capable de rajouter, différents réglages à ce niveau-là et je vais pouvoir du coup répondre de manière sécurisée. Ce module-là, grosso modo, très utilisé pour, transmettre, des contrats de travail, se transférer en tant que collègue, de l'IT, un certificat pour un serveur ou un code administrateur d'une machine, enfin peu importe. L'idée, elle est vraiment de quand on a besoin de transférer des choses vraiment confidentielles, on utilise cette méthode-là. D'accord? Donc du coup, la personne destinataire peut vous répondre et comme ça reste sur du module WebSafe. D'accord? Et ensuite, vous avez, la dernière brique qui fait partie de ce plan 1, qui est signature et disclaimer. Alors signature et disclaimer, ça permet de gérer de manière centralisée les signatures de tous les collaborateurs. D'accord? Donc ça veut dire que pareil, je peux me baser sur des groupes, ce que vous souhaitez, hein, encore une fois, on est granulaire et après, ça va être de pouvoir aller, faire via un connecteur LDAP, par exemple, d'aller récupérer, nom, prénom, numéro de poste, intitulé de poste et cetera et rajouter par la suite le petit logo, ce que vous avez vu juste avant dans le WebSafe. Donc c'est clairement ce que j'ai été récupérer dans ma fiche annuaire et après, bah, ça permet du coup de créer des signatures communes à tout le monde. D'accord? Juste pour spécifier tout de suite, pareil, c'est une question qui revient souvent. On n'a pas possibilité, par contre, comme d'autres éditeurs, de planifier en avance, par exemple, une signature pour, les fêtes de sauter les vœux de fin d'année, ce genre de choses. C'est ou je l'active ou je l'active pas. D'accord? Voilà. Du coup, une fois qu'on a mis en place tout ça, c'est bien, mais du coup, maintenant, il faut voir un petit peu ce qui va se passer. En termes, d'email, en tant qu'administrateur, comment je fais pour voir un peu ce qui s'est passé? Donc là, pareil, hein, très simplement, on va dans la partie email live tracking et là, en tant qu'administrateur, je peux voir tout ce qui se passe, tous les emails envoyés et reçus de tous mes collègues. Et après, bah, derrière, je peux rentrer dans le détail
sur un email, voir: «OK, celui-là, il est valide, très bien, il vient de qui?» Je peux voir son en-tête, si je veux analyser un petit peu ce qui s'est passé et cetera et la même chose pour tout ce qui va être, spam, par exemple. Est-ce qu'il a été mis en quarantaine? Je peux m'ajouter des colonnes. Si jamais j'ai besoin de filtrer, OK, je veux voir que du spam, je double-clique sur la catégorie en question, je veux sélectionner la date, je peux me dire: «Tiens, je veux voir ceux qui ont des pièces joints», donc je me rajoute cette colonne-là. Enfin bref, là-dessus, vous pouvez très bien retrouver. Pareil, si je cherche: «Tiens, c'était qui l'expéditeur?» On double-clique sur partenaire de communication et hop, on modifie l'adresse et on met l'adresse de l'expéditeur à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ça vous permet du coup d'avoir la partie email live tracking. Ensuite, si vous souhaitez, communiquer sur le user panel et ce dont je vais parler dès maintenant. Le user panel, c'est la partie donc, accessible pour n'importe quelle personne de votre société, hein, donc c'est les collaborateurs qui ne sont pas identifiés en tant qu'administrateurs. Chose à savoir, ils se connectent sur la même URL que vous, cp.netsecurity.com et eux auront accès qu'à ça, d'accord? Pareil, là-dessus, il y a vraiment du 50-50. Il y a des personnes, des sociétés qui souhaitent communiquer là-dessus, d'autres non. Donc encore une fois, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et le but, c'est que si jamais ils se connectent, bah, soit ils ont accès à leur email live tracking qui leur est propre. Donc c'est comme si, si voilà, je ne souhaite pas attendre mon prochain rapport de quarantaine ou regarder un petit peu ce que j'avais, je peux y retourner ici manuellement, directement. Et après, vous pouvez personnaliser aussi ce fameux user panel en activant certaines briques. Par exemple, en tant qu'admin, vous dites, bah, moi, je veux qu'il ait accès que à email live tracking et tout ce qui est paramètres, liste autorisation de refus, je veux pas qu'il les voit. Et ben, on peut très bien les enlever en revenant sur la partie administration. Je resélectionne mon environnement et on va dans paramètres, personnalisation. Et à ce moment-là, on est capable de rajouter des informations sur notre support pour que ce soit affiché. Les informations email, donc ça, c'est ce qu'on va recevoir, le fameux, le rapport de quarantaine, quel nom il affiche, d'accord? Et après l'user panel, là, je vais activer ou non certaines briques. Donc là, vous en avez vu, hein, comme formation en ligne ou autre. J'en parlerai dans les prochains, tech sessions, qui seront, vraiment orientés par rapport à ce module-là, d'accord? Là, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous parler que du niveau 1 sur la partie Harness Security, puis après, bah, on montera étape par étape sur les autres menus. Et chose aussi que, je n'ai pas abordé, si jamais vous souhaitez donner des accès administrateurs à certains de vos collègues, donc ce sera dans la partie paramètres et tableau de bord des services où ça se joue, où vous pouvez rajouter des entrées directement et rajouter, bah, voilà, un tel, je lui donne tel groupe ou accès à tel menu. D'accord? Le but, c'est d'être granulaire et d'être capable de le faire. Voilà. Et après, la même chose que vous aviez côté, Vadefort, 365, on est capable également de voir les statistiques, des catégories d'emails qui ont été, par exemple, sur la période du 25, bah, pour aujourd'hui, du 25 novembre. Est-ce que je veux voir que sur l'entrant, le sortant? Quelles ont été les catégories qui ont matché? Les personnes ciblées et cetera et puis après on peut paramétrer des rapports qu'on reçoit de manière, mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne par email. Voilà. Et bah, écoutez, on a fait le tour sur cette, 1re partie, email security. Si jamais vous avez des questions, hésitez pas à les poser, ou sinon, bah, si, il y en a d'autres qui vous viennent par la suite, parce que ça peut être souvent le cas, où on se dit: «Tiens, j'aurais dû poser cette question». N'hésitez pas à revenir vers nous, par mail, donc vous aurez mes coordonnées par la suite, hein, dans les emails, donc voilà, n'hésitez pas. Et à votre dispo pour répondre à vos questions. Et pour info aussi, je vous rajoute un petit lien, qui vous permettra de vous inscrire sur les prochaines sessions, qui seront présentes. Donc, je vous ai fait un petit lien raccourci avec un petit QR code. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines tech sessions qu'on organise sur, bah, du coup, les autres modules. Donc, de toute façon, l'idée, hein, ça va être de couvrir vraiment l'ensemble des modules sur Hornet Security. D'accord? Donc là, je vois une question. Donc, l'idée, c'est, OK, comment
comment pourrions-nous sécuriser donc des emails sortants si le destinataire ne peut pas recevoir des emails chiffrés? OK. Donc là, comme je le disais, et la question légitime, comme je le disais, donc quand c'est comme ça, on peut utiliser tout simplement le portail sécurisé WebSafe qui vous, permettra de consulter qui permettra d'envoyer consulter un message de manière sécurisée, hein, comme on l'a vu, hein, ça vous donne accès à une même mail. On consulte l'email sur ce fameux WebSafe-là et du coup, le message ne transite pas sur internet. Donc c'est ce qui peut pallier lorsque vous devez envoyer des emails sécurisés, mais que votre destinataire, pour X raison, ne peut pas, heu, recevoir des emails chiffrés. Bon, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Eh ben, écoutez, je vous libère. Merci à vous pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.